Le premier mouvement du peuplement du Témiscamingue s'est déroulé dans les années 1880 à 1914. Motivé par la présence des entreprises forestières qui exploitaient les forêts du grand canton de Nédlec et du canton de Montreuil. Donc, l'intensification des activités forestières de la région crée une demande de produits agricoles. Le premier Blanc à s'installer est M. Burwash, qui vient s'installer ici en 1869, dans Nédlec, le long du ruisseau Burwash, qui porte son nom, entre le ruisseau Burwash et le ruisseau Wright, juste au nord du chemin qui s'en va à Guérin. C'était une ferme de 294 acres. Et au moment où M. Burwash l'a ouvert, il était squatter, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de droit de propriété. Dans les années qui ont suivi, 1872-1874, la ferme était en pleine opération et on produisait de l'avoine, du foin. Cette ferme-là, d'après les documents qu'on a, elle va fonctionner environ 40 ans avant qu'elle soit vendue. Et ce M. Burwash-là est aussi agent des Indiens. Et c'est de lui, c'est pendant son règne, qu'on va retirer 23 000 acres de la réserve pour éventuellement s'en venir ici à la municipalité de Nédlec. Et vous savez qu'il y a eu toute une histoire autour de ça, à tort ou à raison. Et on conteste encore, et on va contester encore de la part des Amérindiens cette vente-là. Et ça recule à ces années-là. Ça s'est produit autour des années 39, mais les débuts de ça, ça se produit, par exemple, ici, j'ai un document qui montre que M. Burwash parvient à avoir les titres de cette ferme-là le 13 octobre 1904. Et cette ferme-là, de 294 acres, à l'époque, était une très grande ferme. On mentionne un certain nom, Jean Maton, comme étant le premier colon à venir s'installer dans la région de Nédlec, dans le territoire actuel de Nédlec. Il sera bientôt suivi, bien sûr, par les familles Trudel, Cloutier, Cossette, Lortie, Massicotte, ouais, on peut en nommer d'autres, Desormeaux, Touzin, Perron, Beaupré, Huot, Élouine, j'en passe. Avant ça, il arrivait ici, c'est le plan de 1000 piastres. Dans ce temps-là, 1000 piastres, c'était de l'argent. Il donnait 1000 piastres pour te bâtir, puis tout ça. Il donnait un bœuf, une vache, puis deux génisses. C'est pour ça qu'ils ont descendu dans ces coins-ci. Puis ça se pose à toutes des bien belles terres, là. Fait que ça encourageait le monde, là. Tout le monde qui sont dans ce coin-ci, en partie, c'est ça, là. Tu sais, ils commençaient par lui donner une vache comme octroi, puis on défrichait de la terre. À tous les ans, on défrichait un morceau, puis on avait le droit à 5 autres par année pour avoir la prime qu'il y a. Il y en a des primes pour ça du gouvernement. Puis il fallait tout les défricher, puis tout défricher ça à petit terre. Puis il fallait que tu coupes les racines de la terre pour être capable de brûler ça. Il n'y avait pas de boule, là, ça n'en rien. Il fallait qu'ils défrichent pour commencer les terres, pour être capable de les labourer, après ça, des semer, puis cultiver, avoir du foin pour avoir des animaux. On a commencé par 3 vaches. Hein? Après ça, ben, on a grossi le troupeau, là. On a grandi le terrain. On est à bout de se réchapper. On avait le lait des animaux, le lait de vache, puis on amassait notre crème, on faisait du beurre. Puis on avait tous les produits de la ferme pour manger. Des patates, des légumes, comme des carottes, des betteraves, puis on allait au magasin de temps en temps, comme du sucre, la farine, ça nous prenait ça aussi. Le petit peu d'argent que le gouvernement nous donnait, il nous donnait toujours une subvention pour se partir, là. Ça fait que c'est l'ouvrage. Mais on était jeunes dans ce temps-là. On était capables. Dès 1909, les 7 familles de colons déjà installées ressentaient le besoin de faire église. Nédlec vient du nom d'un père Oblat qui travaillait dans la région, surtout à Mattawa, mais qui a travaillé à Notre-Dame-du-Nord de 1894 ou 92 à 94.
Et il était connu, donc il avait laissé des traces, il faut croire que, de sorte qu'en 1910, quand l'évêque est venu sur place pour désigner le site de l'église, je ne sais pas s'il y avait eu un décret avant ou c'est venu après, mais qu'ils ont décidé que la paroisse, ce serait la paroisse de Nedelec. 1910, donc, c'est pourquoi on fête le centenaire. 1910, donc, Monseigneur Lorrain de Pembroke qui vient officiellement indiquer ou décider, mais c'était peut-être arrangé un peu avant, hein, bénir, si l'on veut, le site de l'église, donc à l'été 1910. Et ça a pris encore 3 ans avant qu'on puisse nommer un curé résident, le curé Moreau, en 1914. Une paroisse, c'était non seulement une église, puis un curé, donc avec un logement pour le curé, mais une série de services qui étaient pratiquement obligatoires, puis une série de dates dans l'année où il y avait des événements. On ne parle pas rien de Noël et la Semaine Sainte, mais la procession de la fête de Dieu, puis les fêtes particulières, mais ça ne devait pas être différent, je croirais, ici, de ce que ça a été dans les autres paroisses. Il y avait comme un modèle qu'un curé qui était nommé là devait boire, à mettre ça sur pied. Les services pour les catégories de personnes, la Ligue du Sacré-Cœur pour les hommes, les dames de Sainte-Anne pour les femmes, une association pour les jeunes filles, un groupe d'enfants de cœur qui se réunissaient, pas rien qu'au moment des célébrations, mais qu'on devait les préparer pour ce qu'ils allaient faire, etc. Une paroisse qui fonctionne bien, mais ça prenait tous ces services-là. Et on ne pouvait pas laisser passer, bien sûr, pas Noël puis Pâques, mais non plus la fête du Sacré-Cœur, puis la fête du Saint-Sacrement, puis une autre fête peut-être ici, je ne sais pas, mais je vois la statue de Saint-Louis de France en avant. Le patron de la paroisse, il y en a dans des paroisses qui fêtaient plus que moins, là, plus que d'autres, mais en tout cas. Alors, c'était un modèle, si bien que quelqu'un qui vit ici, puis s'il n'est pas adhérent à toutes ces choses-là, il se mettait pratiquement lui-même à l'extérieur des courants et de la vie d'abord, parce que la vie était vraiment organisée autour de la paroisse. Puis les gens, ils se rencontraient où? Ils se rencontraient quand ils venaient pour les offices au village, parce que si les gens restaient à 2, 3, 4, 5 000 du village, ils ne venaient pas ici à chaque matin, là, alors, mais ils se rencontraient à ces occasions-là, des occasions souvent reliées à la vie paroissiale. C'était pas le fouet là, tout le temps au bout, c'est parce que c'était dans notre tête. C'était dans la tête des parents, puis c'était dans la tête des professeurs qui préparaient en fonction de ça. Puis c'était dans la tête du curé, évidemment, qui lui gérait ce qui le regardait, mais des fois un peu en dehors aussi de ce qui ne le regardait pas directement. C'est la prière en famille, puis c'était la prière avant les repas, puis c'était la prière, l'Angelus, quand la cloche sonnait au village. Là, tout le monde arrêtait, puis on récitait cette prière-là. Comme dans les monastères. Hein. C'est curieux qu'on a pris, je pense qu'on peut dire ça de même, c'est le modèle monastique qui a été transposé jusque là où c'était possible, bon, mais tu sais, dans les paroisses. Mais curieusement, si on regarde ça après coup, je pense pas que, en tout cas, moi, mes souvenirs personnels, mettons, je pense pas que les gens étaient malheureux de ça. Mais évidemment, ils ne connaissaient pas d'autre chose non plus. On n'avait pas la télévision pour nous dire ce qui se passait, ni à Montréal, ni à Québec, ni à Paris. Hein. Fait que c'était comme ça. On raconte que dès l'arrivée du curé Moreau, en 1914, des pourparlers sont entrepris pour la construction d'une église. Les travaux débutèrent en 1917. La première grosse église, là, ça a été une grosse église. Puis ça, cette église-là a été bâtie par M. Édouard Darvaux, en partie. Puis plusieurs autres cultivateurs, ou des hommes qui demeuraient dans le village, puis quand il n'y avait pas d'ouvrage. Ça a pris presque 2 ans à bâtir ça. C'est long de bâtir ça, une grosse église comme ça, là. Quand ça a un pignon là, de quasiment 75 pieds de haut. Là. Puis elle aurait pu durer encore d'autres 100 ans. Mais là, la population diminuant,
En fin de compte, le curé, les mariés ont décidé de défaire l'église parce que là, ça coûtait trop cher de chauffage. Alors, puis là, bien, il y avait une entente de prix avec la municipalité que la salle municipale qu'on avait à côté pouvait prendre la place de l'église. Ils ont défait l'église, mais ils se sont rendus compte que vraiment que l'église aurait pu durer au-delà de 100 ans, à force que le matériel était bon encore. Ça, là, ça a dépaysé pas mal la paroisse. Ouais. La petite église qu'on a actuellement est suffisante pour le nombre de catholiques pratiquants, mais qu'importe. La grosse église avait sa place dans la paroisse. Le 4 octobre 1922. Le ciel est rouge. Une épaisse fumée noire est poussée par le vent. Une catastrophe était annoncée. Le feu avait pris à Halle-Berry et le feu, par le vent, se dirigeait vers l'est, qui était Belle-Vallée, Nidlec et Guérin. Le feu cessa par la tombée de la neige le lendemain matin. Après le feu, il ne restait pas grand-chose. On a des photos, il ne reste plus rien de l'église qui est debout au milieu de la photo, puis tout est brûlé autour. On raconte que le curé Moreau, lui, a fait le tour de l'église, puis il a dit « Inquiétez-vous pas, l'église ne brûlera pas », puis elle n'a pas brûlé. Alors là, il y en a qui ont vu les signes là-dedans. Mais à part de ça, le feu lui-même, on peut donner des interprétations, mais on sait que le feu, il venait de l'Ontario, puis étant donné qu'on n'est pas loin des frontières, ça a passé ici, puis le village aussi. Alors, imaginez-vous, passer au feu, perdre sa maison, tout perdre le contenu, et puis se réveiller le lendemain avec 4 pouces de neige. Imaginez-vous quelle désolation ce fut pour ces gens-là. Je ne sais pas comment on a réussi à se remettre, parce que, tu sais, les gens, ils étaient arrivés ici 6, 7, 8 ans, puis que la maison brûle, il faut qu'ils recommencent à rien, là, à zéro. Puis les champs, là, il y en a qui ont perdu des animaux à ce moment-là, toutes sortes de choses. Là, ça a été vraiment catastrophique. Les gens ont eu à prendre une décision. Ceux qui avaient un peu d'argent pour pouvoir acheter du bois demeurèrent en partie sur leur ferme et les autres retournèrent d'où ils venaient, soit dans le bout de Trois-Rivières, dans le comté de Saint-Maurice. Ceux qui décidèrent de rester retroussèrent leurs manches. L'entraide batta son plein et, à coups de corvée, on réussit à reconstruire tout le village. Cette entraide était des plus primordiales pour le début de la colonisation de l'après-feu. Ça t'a fait longtemps, ça, cette entraide-là, ça. Quelqu'un passait au feu, le vent foutait une grande vapeur, quelque chose de même. Les voisins partaient, puis il n'y a pas besoin d'aller courir et dire « Bon, ben, viens-tu m'aider? » Ouvrier, pas ouvrier, là, il se rendait là. Tout le monde sait d'heure. S'il était capable de coller un clou, il était ouvrier. Là. Ah oui, le monde, tu ne demandais pas. Hein? C'était rien, là. Hein? Tu partais, il fournissait le manger, c'est tout, là. Il y avait le dîner qui était appareil, puis la grange était bâtie, c'était pas long, puis il était appareil. Un des rares revenus possibles pour ces pionniers, c'était le bois. On devait travailler tout l'hiver dans les chantiers afin de pouvoir défricher et cultiver leurs terres durant l'été. J'ai commencé à aller au chantier, j'avais 15 ans. J'ai eu 16 ans dans l'hiver. J'ai fait 11 hivers. On arrivait au montant des chantiers à la fin d'octobre, au commencement de novembre, là, puis on bûchait jusqu'au milieu de janvier. Après ça, puis le chaudier, ce bois-là, là. L'emmener au moulin où, normalement, on mettait ça sur un lac, puis c'était de laver, en tout cas. Ouais. C'était de la grosse fleur. Il n'y avait pas de machine, ouais. Accompagné aujourd'hui, même, il n'y avait pas les chacun, ça n'existait pas. Hein. Les autres, c'était un boxeur, en tout cas. C'est ça qui était notre outil pour couper du bois. On commençait, c'était d'une noirceur à l'autre. Oh. À 7 heures, il fallait être prêt. En tout cas, à 6 heures, le cook était prêt, le déjeuner était prêt. Puis,
On déjeunait, puis à un tour de 7 heures, on partait pour aller travailler. On lâchait pour midi, là, on avait 1 heure pour dîner. Mais 1 heure pour dîner, puis bien souvent, on était au contrat, hein, on était payé tant d'alloy. Quand on était payé pour tant d'alloy, normalement, on ne prenait pas 1 heure pour dîner. Là. Puis on va le souper se donnait à 6 heures. Il y avait du bœuf, des rôtis de bœuf, des rôtis de lard, du bacon le matin avec des œufs. On faisait le pain, on faisait les desserts. Avec des légumes, patates, carottes, des gros chaudrons de soupe. On avait 144 hommes. On avait de gros appétit. Le sucré, il faisait des bonnes tartes. Les cook, il faisait des bonnes tartes. À 9 h, il éteindait les lampes, puis j'étais à souper. Le samedi soir, au lieu de 9 h, c'était 10 h. Il fallait voir un peu, puis compter des blagues. En tout cas, il y avait des jeux, tout. Là, qui montait une guitare, un violon. Mais musique à bout. Les musiques à bout, il y en a plusieurs qui ont monté ça. Il y en a qui chantaient un peu à travers ça. En tout cas. Comme on le sait, le bois occupe une place importante dans cette municipalité. Il est d'ailleurs à l'origine de l'annexion du territoire de Roulier avec la municipalité de Nédlec en 1995. Il y avait eu quelques tentatives de la part un peu de Gérald Trudel, à l'époque, qui était maire de Nédlec, qui avait fait un peu de pourparlers avec le comité de citoyens de Roulier pour avoir un rapprochement entre les deux municipalités, pour pouvoir gérer ça, parce qu'à l'époque, Roulier était un TNO, qu'on appelait un territoire non organisé. On était géré par la MRC de Témiscamingue. Donc, ce que M. Trudel, à l'époque, nous disait, bien, vous seriez bien mieux géré par des gens de la place, ce qui était probablement vrai, mais bon, on se faisait souvent dire qu'on était les derniers Gaulois du Témiscamingue. La population de Roulier suivait le comité de citoyens et on a donné un refus là, à M. Trudel à l'époque. Michel Ménard est revenu comme maire de Nédlec et est revenu à la charge avec ce dossier-là à 2 tentatives. La deuxième tentative, disons qu'il y avait la possibilité d'un développement économique qui était intéressant, qui s'appelait Roulette 95. Roulette 95 a été mis en place pour gérer et développer les lots intramunicipaux de la paroisse de Nédlec et Roulier. Bon, mais à l'époque, Roulier n'était pas annexé, donc on ne pouvait pas créer un seul organisme pour gérer les deux. C'était 2 paroisses complètement séparées. Fait qu'une des solutions envisageables était l'annexion de Nédlec et de Roulier. Fait que c'est ce qui a aidé Michel Ménard à influencer les gens. Puis, lors du référendum qui s'est tenu, de mémoire, là, au printemps 95, de mémoire, le vote a été de 51 contre 49 là. Mais quand même, la majorité ont dit oui et c'est comme ça que l'annexion s'est faite. Ça va prendre peut-être 1 ou 2 générations là, avant que tout ça soit oublié et que tout le monde travaille là, pour les intérêts d'une paroisse. C'est dommage peut-être pour le nom de Roulier, mais dans notre mémoire, ce nom-là va toujours rester de toute façon. On a emmené le sujet de Roulette 95. Ça a été une compagnie qui a été créée, une compagnie à but non lucratif, d'ailleurs, qui a été créée en 1995, le nom le dit. C'était pour gérer les lots intramunicipaux de la paroisse. On a négocié avec autant le ministère des Ressources naturelles, section Rouyn-Noranda, que la compagnie Norbord de la Sarre, afin de s'associer avec la compagnie Norbord pour avoir un plus grand territoire, ne pas gérer uniquement nos lots intramunicipaux, mais bien gérer toute la forêt qui nous entourait. Le CAF appartenait, les droits de coupe, là, appartenaient à la compagnie Norbord de la Sarre. Donc, on s'est entendu avec eux autres que toutes les interventions qu'il y aurait dans cette forêt-là, voisine de chez nous, seraient faites par les gens employés de Roulette 95. Et ça a été, je pense bien, un des gros tours de force qui ne s'est pas fait à Nédlec-Roulier dans les 20 dernières années.
Ce qu'on a découvert en travaillant là-dedans, et ça, les vieux de la paroisse le savaient très bien, nous, les plus jeunes, on s'en souvenait peut-être, mais ça ne nous est pas vraiment venu à l'idée à l'époque, c'est qu'on avait beaucoup de terrains qui avaient eu à répétition des feux de forêt. Et ces terrains-là étaient tous sablonneux, ce qui a fait qu'on avait un terrain qui pouvait être extrêmement intéressant pour la production de bleuets. C'est bien sûr qu'on n'avait pas, à l'époque, les promoteurs pour ça, on n'avait pas non plus l'argent nécessaire pour démarrer un projet de cette envergure-là. Mais c'est par pur hasard qu'il y a des gens du lac Saint-Jean qui sont venus visiter la région et ont vu la possibilité, le potentiel de bleuets qu'on avait, tout simplement en circulant sur la route 101. Et c'est un peu comme ça que le projet de la bleuetière a démarré en 1999. On a négocié avec le ministère des Ressources naturelles le droit d'enlever le bois sur ces terrains-là et de laisser s'implanter de bleuets. Et une fois tout ça fait, on a mis en place la compagnie, la Bleuetière du Montreuil, qui était une compagnie privée. Et elle s'est occupée d'aménager le terrain et d'implanter le bleuet. Aujourd'hui, l'ensemble des terrains qu'on avait de réservés pour le bleuet sont développés, ce qui veut dire là, une possibilité d'au-delà de 2 millions, même avec une très bonne année, peut-être un 3 millions de livres de bleuet, ce qui va être là, extrêmement intéressant et ce qui va faire de la Bleuetière du Montreuil une des bleuetières importantes au Québec. Donc, la municipalité a été grandement gagnante là, au niveau de la création d'emplois avec la Bleuetière du Montreuil. Les aînés de la paroisse vous diront ces terres étaient déjà fertiles en bleuets. Les premières années, là, il n'y avait pas de chemin. On allait là avec, en voiture. Là. Et le chemin qu'il y a aujourd'hui, ça y était pas, ça, pour aller à la Bleuetière. On passait à travers. Même mon père, c'était pas un cheval, c'était un bœuf. Le commencement de tout, c'était ça. Alors, ça faisait pas longtemps que c'était passé au feu, ça, il y avait beaucoup de bleuets. Et aujourd'hui, je sais pas de voir ça. Il n'y a pas d'arbres là-dedans, mais au commencement, c'était pas d'ailleurs ça. Il n'y avait pas d'arbres. Partout, tu voyais tout le long de la bleuetière. Mon père, il y avait un petit camp, là, une petite table. Il amenait le camp là pour l'été. Puis quand l'année de bleuets était finie, il ramenait le camp chez nous. Des journées, je suis certain qu'il y avait 200 personnes. Là. On amassait 3-4 paniers, 4-5 paniers par jour. Puis on vendait ça à l'entour de 50 cents du panier de 15 livres, 15-17 livres. Là. Et puis on avait 50 cents du panier. C'était de l'or bleu. Nos parents, ils appelaient ça la manne. C'était ça, tout. C'était une manne. Okay? Bon, on n'avait pas de revenus. Tu sais, on allait au chantier, ils ne gagnaient pas grand-chose, puis l'été, mais avec les enfants. Mais tu sais, comment on ne gagnait pas grand-chose chaque, là, si on était à 4-5, il allait au bleuet, là. Tu sais, si on allait acheter à la gang, des fois, une dizaine de piastres dans la journée, 7-8 piastres, tout. Notre père, quand il travaillait, mais il gagnait une pièce par jour. Fait que, tu sais, c'était bien l'argent, ça. En tout cas, c'était bien important, ça. Il y avait un gros acheteur, là, un nommé des Bernardi. Lui, il y avait un gros camion, puis il amenait ça à Toronto. Bon, nous, on aimait ça. C'était quasiment notre vacances. Tu sais. Chez nous, quand on était chez nous, il fallait aller à table, il fallait le train, puis là, on s'en allait. Il n'était pas question de... On n'allait pas étable. On avait une ambition et tout. Et, tu sais, tu voyais l'autre, comment t'as de panier? Moi, je n'étais envie, on aimait ça, être les meilleurs. J'étais capable de ramasser des bleus. Au fil des ans, des commerces de toutes sortes auront pignon sur rue à Nedlec. Des commerces qui répondront à tous les besoins des paroissiens. Le moulin assis au Rail Creek,
Au départ, c'était un moulin à scie qui fonctionnait par turbine à eau, puis il y avait aussi une meunerie. Mais l'époque qu'on l'a connu, il y avait un moteur en dernier, il y avait un moteur diesel. La beurrerie-fromagerie, c'était une des premières industries de la paroisse. Cette beurrerie-fromagerie-là a fait l'achat de crème et de grains et de lait local. Boutique à bois au village, il y en avait deux. Il y avait M. Darvaux, puis il y avait mon grand-père Touzin. Ça, c'était deux qui avaient des boutiques à bois. Mon grand-père Touzin, il faisait des portes et des châssis. L'autre aussi, il en faisait aussi, j'imagine. Mon grand-père Touzin, pour sa part, il faisait de la réparation de buggy puis de sleigh. Édouard Darvaux, lui, c'est lui qui a été le contremaître de toutes les patentes qui s'est fait ici, quasiment. Là. Il était capable de trimer un aiguine, hein? Et la maison qu'il y a là, c'est pas n'importe qui aurait bâti ça, là. Aujourd'hui, tu rouvres un livre, tu prends le modèle que tu vas avoir. Il n'y avait pas ça, lui, là. Les modèles, il est fait dans sa tête à mesure. Là. Tu vas avoir ça de même, ben, on va te le faire. Pas n'importe qui est capable de faire ça, là. En tout cas, il était bon. Des boutiques de forge. Il y a eu toujours quelques boutiques de forge à Nédlec. Une ou deux boutiques de forge, toujours. On a eu 4-5 magasins qui fonctionnaient en même temps. Épicerie. Dans ces 4 à 5 magasins-là, on avait de l'épicerie, on avait de la quincaillerie, on avait de la lingerie, des chaussures, restaurant. Il y avait M. Maurice Duchesne, qui tenait un genre de petit restaurant, table de poule, puis lui, il faisait les cheveux, M. Duchesne aussi. Ensuite, il y a eu M. Odilon Bourriette, Mme Bourriette, un magasin de coupons. Par la suite, ça a été Laurent Perron. Après ça, il y a eu Mme Alphonse Paré, dans ma maison à loyer que j'ai actuellement. Elle a tenu un petit magasin de coupons en avant de sa maison. Voisin, bien, il y avait Octave Perron, dans le temps, qui avait son commerce. Par la suite, M. Wilfrid Guimont, voisin, qui tenait un magasin général avec du linge, des matériaux de construction. Après ça, il y avait Robert Perron, qui a la bâtisse au coin, là, environ le coin. Il a tenu son commerce. Il a tenu ça 3-4 ans environ. Par la suite, ça a été acheté par Jacques Plamondon. Ça a été acheté par Gérard Trahan. Un peu plus loin, mais il y avait M. Paul Jutras, qui tenait une station de gaz, garage. Et puis, il y a eu Fernand Rivard, qui a tenu ça, ce garage-là aussi. À ce temps-là, il y avait 4 garages, 4 stations-service. Au bout des années, ça s'est lâché un par un. Il y en a plusieurs qui disaient que je ne résistais pas. Dans le village, le chemin passait tout droit. En fin de compte, c'est moi qui ai résisté. Ça a été tout un défi. J'ai fait ça 30 ans de temps. Il y avait Spur, il y avait Shell, avant la Grande Route, puis il y avait BP, c'est la Grande Route. Avant ça, la Grande Route passait ici, dans le village. Mais depuis que, tant qu'ils ont décidé de... Ils ont fait le chemin de déviation, là, ça a modéré la patente. T'sais. On a eu une usine de fonds de panier. Ces fonds de panier-là, ils étaient vendus dans le sud de l'Ontario à des compagnies qui fabriquaient des paniers pour contenir des fruits et des légumes. Cette usine-là faisait l'achat de bois local. On a eu une usine de maisons préfabriquées. Ça a fonctionné quelques années. Des commerçants d'animaux qui faisaient l'abattage puis la vente de viande locale et extérieure. Des camionneurs. Des camionneurs, on a eu 2-3 camionneurs à l'époque. Du monde qui avait des camions de 2, 3, 4 tonnes qui pouvaient faire du transport, un peu de n'importe quoi. Là. On se souvient qu'à l'époque, il y avait quand même une carrière de pierre ici à Roulier. Beaucoup de gens ont oublié ça, mais c'était une carrière de granit juste ici à côté de notre maison maintenant. Il y a eu plusieurs employés et on voit encore tous les trous là, qui étaient préparés pour recevoir les bâtons de dynamite. Là. On voit encore tout ça, c'est vraiment intéressant même à regarder. Tant mieux si un jour quelque chose se repartirait là, ça serait un bon développement économique pour notre paroisse. Même si c'était tous des petits commerces, ça représentait quand même un bon montant d'inventaire, ça, qui était disponible là, pour dépanner le monde de la place. Puis aussi plusieurs emplois.
Le monde qui tenait ces commerces-là, ben, il y avait leurs emplois. Il y a juste Trudel là, qui continue à vendre, lui, là. Bien chanceux de l'avoir encore, parce qu'il y a bien des affaires qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs pour faire ça, là. Mon père, en 1929, acquiert de son beau-frère, M. Donat Cloutier, que lui avait le moulin assis au Red Creek. Lui avait l'agence Macéris. Puis il transfère cette agence-là à mon père. Puis il a commencé dans le hangar que tu vois de l'autre côté. Puis il a commencé à tenir des pièces de machines agricoles comme des doigts de faucheuse, des dents de râteau. Puis il a commencé à vendre des machines agricoles aussi à chevaux, des machines d'époque. Il a commencé là. En 1944, la compagnie lui a demandé d'avoir un local meilleur. Fait que là, il a construit son premier garage l'autre côté de la maison à Véral aujourd'hui. Moi, j'ai commencé dans ce garage-là, j'étais encore dans le début de la vingtaine. Là, justement, avant 1977, là, on a été expropriés. Il a fallu que ce garage-là soit démoli parce que le chemin passait trop proche. Là, à ce moment-là, la bâtisse a été... une bâtisse neuve a été reconstruite ici. C'est mon frère Jean qui est propriétaire. Je gère l'entreprise comme si ce serait moi-même qui serait le propriétaire. C'est moi qui le gère l'entreprise. Si je m'efforce de la tenir ouverte, c'est parce que c'est mon père qui l'a fondée. Un commerce de machinerie agricole, bien, ça va de soi, puisque le territoire forestier fut remplacé par un territoire agricole. Les premières machines agricoles utilisées par nos pionniers étaient à roue de bois ou à roue de fer, tirées par des chevaux ou des bœufs. Le foin coupé à la faux à main. Suivront la faucheuse à chevaux avec des faux de 4 à 6 pieds, des râteaux à chevaux. Le foin est ensuite mis en veillotte ou vailloche. C'est des petits mulons qu'une fois séchés, le foin est chargé à la fourche dans des wagons à grands roues de bois, tirés par des chevaux pour être déchargés de la grange. Les premières années, si les granges n'étaient pas construites, ils faisaient des mulons, des gros mulons, aurait bâtisse, puis il y a bout de se réchapper. Le grain est coupé avec la faux à main ou javelier. Ensuite, le grain est attaché en verbe. Nous autres, on appelle ça ensuite stouqué, c'est-à-dire assemblé debout en nombre de 4 verbes. Une fois mûr, il est transporté et battu au fléau, puis il frappait sur les épis avec ça pour faire tomber la graine. Il enlevait la paille, puis il ramassait la récolte, les grains. À cette époque, le lin est aussi cultivé à Nedlec. La fibre était passée au rouet, puis là, il pouvait confectionner des vêtements, des sacs pour contenir des céréales comme des poches à graines de mil, mettons. Nos cultivateurs ont dû s'adapter et l'évolution de la machinerie a suivi l'évolution du territoire. Les années de prospérité ou évolution, ça pourrait être des années un peu d'après-guerre, si on veut, ou en tout cas, après le feu, toujours bien, là. Des machines à chevaux améliorées pour surface cultivée un peu plus grande, telles qu'un râteau de côté, herse à disque, herse à finir, la grande fourche installée dans la grange pour décharger des voyages de foin, la moissonneuse lieuse, nous autres appelons ça des binders. Moissonneuse lieuse facilite les travaux des récoltes. L'arrivée du tracteur à Nedlec, vers la fin des années 30 et début des années 40, a été une étape très importante de l'évolution de l'agriculture. Ça, le tracteur, là, c'est sûr que ça a été un gros investissement, puis bien souvent de l'endettement, là. Mais ça a fait monter l'agriculture. Par la suite, les machines agricoles ont été graduellement équipées de pneus. C'est sûr que ça a été tranquillement, mais là, les machines ont commencé à avoir des tailleurs. Dans les années 1964 en montant, c'est une année que je donne approximative, mais c'est quand même proche de la réalité.
Des tracteurs avec des fourrues à 4 versoirs. Des batteuses puis des endaineuses automotrices. Des monte-balles, des vis à grains. Des presses à foin avec lance-balles. Des presses à balles rondes pour foin sec et ensilage. Je suis rendu en 2010. Sur certaines terres défrichées autrefois avec des bœufs et des chevaux, on voit maintenant un tracteur version articulée de 400 chevaux attelé à une machine de préparation du sol à l'ensemencement de 40 pieds de largeur. Des moissonneuses batteuses avec des tables de plus de 20 pieds. On peut se poser la question, c'est quoi qu'il va avoir dans 25 ou 50 ans, en espérant que l'agriculture continue. On retrouve à Nédélec plusieurs types de cultures présentement, mais la culture du céréal prend de plus en plus de place. Par contre, on retrouve encore des producteurs de bovins, de chèvres, de cervidés, de moutons. Et la production laitière, plutôt artisanale au début, est devenue de plus en plus industrielle. Et un gars qui avait 12 vaches à ce temps-là, tirait 12 vaches, c'était un gros cultivateur. Il n'y a pas de treuilleuse, on tirait les vaches à la main. On avait un séparateur, c'était de la crème, on vendait la crème. On a amené nos bidons de crème au chemin, le camion passait à pied dans mon sasso. À ce temps-là, il prenait juste la crème. Il faisait du beurre. Puis le lait, ça a commencé dans ces années-là, dans les années 60, 60 en montant. Allez, rien qu'au lait. Puis après ça, il faut que j'achète des couleurs à lait pour les bidons. Puis à un moment donné, plus tard, ça a été avec les ball tanks. Fait que là, ça montait automatique. Mais quand ça a commencé au lait à Nédélec, là, il fallait aller mener notre lait nous autres mêmes. Chez Lafrenière, Lionel Lafrenière. Il faisait du bon fromage à part de ça. Le bon fromage de Nédélec. Tout le monde courait après. Le monde arrêtait là, puis il se prenait du fromage anglais. Le 11 septembre 1927, les cultivateurs de Nédélec et de Roulier sont convoqués par le curé Louis Z. Moreau pour former l'Union catholique des cultivateurs, l'UCC. Les questions agricoles se sont discutées avec sérieux par des cultivateurs locaux qui ont été parmi les premiers de la région à adhérer à l'Union catholique des cultivateurs. Prendre la défense des agriculteurs. Les agriculteurs aient plus de poids pour négocier un peu envers les gouvernements, puis la mise en marché des produits. Puis là, après ça, ben, on avait l'UPA pour commencer. L'UPA, ça, c'était le cœur. Puis après ça, il s'est formé après ça des branches. Fédération des producteurs de lait, Fédération du bœuf, puis ainsi de suite, là, tu sais, là. Puis là, nous autres, c'est là qu'on a commencé avec le lait. Ça a débuté là en 67, là. Former une Fédération des producteurs de lait. Puis on avait chacun nos syndicats au local, ici, là. On avait un Nédélec, on avait un dans chaque paroisse dans ce temps-là. C'est de même qu'on s'est tenu à avoir des quotas. Puis je pense bien que c'était une bonne affaire, puis ça a été bien réussi. C'était une paie garantie. On savait au début de l'année le prix qu'on avait, on avait pour notre lait avant de commencer l'année. C'est ça l'affaire. Il y a un inconvénient et tout, parce que un gars qui veut commencer, c'est bien difficile de commencer. Ça prend, il n'y a pas bien les jeunes qui sont capables d'acheter une ferme aujourd'hui. C'est trop d'argent. Ça prend quasiment les parents pour les partir. Si on n'a pas les parents, c'est pour les partir. Nous autres, c'était trop petit, mais aujourd'hui, c'est trop gros. Si ça avait resté au milieu, ça irait mieux. Certain de ça. Moi, je être bien franc, à part que le lait dans l'agriculture ici au Témiscamingue, moi, je trouvais ici que l'agriculture au Témiscamingue, c'était un bassin laitier. Puis il a fallu que ça se continue. Les différents changements technologiques ont permis de changer les habitudes de nos Nédélecois et Nédélecoises. Le téléphone, l'électricité, la télévision, Internet, tout cela se produit depuis 100 ans.
J'ai connu l'arrivée de l'électricité en 1948. Tout le monde était bien content, naturellement. Hein? Ça a été un grand soulagement. Et celui qui a du mal de première lumière, là, il ne croyait pas. Là, là on s'est acheté un moulin à laver pour laver à la vitenne. Et puis, ça, ben, frigidaire. Là, ben, on était plus moderne un peu. Là, on se trouvait à vivre un peu. Après ça, bien quelques années après, ben, les télévisions ont commencé à arriver. C'est ramassé une gang de jeunes ici. Ben oui. Ah, ils sont tous assis à terre, manger là, puis ils écoutaient la télévision. Les autres n'avaient pas de TV. Là, il y avait quasiment plus d'enfants qui jouaient dans les rues. C'est le 19 juillet 1915 que Nédlec constitue une commission scolaire locale afin de pourvoir aux besoins des écoles du territoire. On appelait ça les écoles de rang. Alors, je vais prendre les termes de l'époque. On appelait ça une maîtresse d'école. Aujourd'hui, on dirait plus ça, mais on appelait ça une maîtresse d'école. C'était celle qui avait pleine autorité dans la classe. Elle vivait dans l'école. Elles vivaient habituellement seules, elles étaient célibataires, parce qu'habituellement, quand elles avaient des enfants, elles n'étaient plus professeurs. Il a fait 7 divisions dans la classe, de la première à la 7e année. Et je peux dire que c'était le fun, parce qu'on se connaissait, c'était tous des voisins qui fréquentaient la même école. Et la discipline était quand même sévère. On se plaçait en rang, comme elle disait, 5e année en rang. Tout le monde se mettait en rang, puis elle demandait comme... Ça commençait par le catéchisme à l'époque. Après ça, il y avait le français, les mots d'épellation, la géographie, l'histoire. Et là, si tu ne savais pas tes leçons, tu avais le risque d'avoir une retenue. Puis parfois, bien, il y en avait qui avaient des petits coups de baguette, là, parce que c'était la mode à l'époque. Et quand monsieur l'inspecteur s'en venait, là, on se mettait tout beau, journée-là. Puis le professeur se préparait, puis nous préparait, puis nous disait, là, quand il va arriver, levez-vous, puis dites bonjour, monsieur l'inspecteur. Puis on faisait notre courbette, après ça, on s'assoyait. Puis là, quand il nous posait des questions, on était tous stressés parce que si on manquait, puis si on ne répondait pas à la bonne réponse, notre professeur nous faisait des yeux, puis était mal parce qu'elle pouvait avoir... à ce moment-là, lui donnait des références à la commission scolaire qui était locale à l'époque. Puis il disait, bien, tel professeur, là, ses élèves ne sont pas très bons, ou on voulait, nous autres, là, que le professeur ait des bonnes références. La religion occupait une grande place. Tous les matins, on commençait par la prière, et c'était toujours... Puis les questions qui se faisaient le matin, c'était sur le catéchisme. Et puis quand on entrait après dîner, c'était la prière également. On récitait le chapelet en entier après dîner. Là, à 1 heure, c'était la récitation du chapelet. Normalement, un cours primaire, ça dure 7 ans. Puis après ça, bien, quand on avait terminé sa 7e année, pour un grand nombre, là, c'était la fin des études parce que, surtout les élèves qui demeuraient loin de l'école du village, parce qu'on était à 3000 du village. Là. Donc, en 7e année, là, ou tu quittes l'école ou tu deviens pensionnaire à quelque part. Alors, j'ai fait ma 8e, ma 9e et ma 10e année au village, au couvent des Sœurs, qu'on appelait, là. C'était le petit couvent bleu, là. C'était les Sœurs l'Assomption en Nédlec. Et ça, c'était bien. Les filles étaient... Il y avait seulement que des filles, hein, au secondaire, parce qu'à l'époque, les garçons étaient au petit collège en haut, là. Puis ça, c'était bien. C'était sévère aussi parce que le costume était obligatoire, comme quand je suis allée à Rouen, c'était le costume obligatoire. À Nédlec, c'était la petite robe bleue, pour ceux qui ont passé par là, avec le petit collet de plastique blanc. Pour les garçons, eux, il y avait le petit collège en arrière qu'on appelait collège des garçons, parce qu'à l'époque, là, les filles avec les filles et les garçons avec les garçons au niveau du secondaire. Tu sais, tu mêlais pas ça, c'était pas mix, là. Et les autres, il y avait le petit collège en arrière qu'on appelait, puis ils pouvaient faire, eux aussi, leur 8e, leur 9e et leur 10e année. Puis là, ensuite, bien là, c'était fini. Il fallait que tu t'en ailles pour ta 11e année. Là, tu t'en allais soit à l'école normale, ou tu allais faire un cours de secrétariat quelque part, ou tu t'en allais comme infirmière, ou il y en a qui s'en allaient à l'école d'agriculture pour les garçons. Mais c'était vraiment... là, il fallait que tu partais de Nédlec, tu n'avais pas le choix. Quand je suis devenue professeure, en 1961, l'école du village venait d'ouvrir ses portes. Elle avait ouvert ses portes, je pense, c'était fin novembre 1960. C'était la fermeture des écoles de rang. Il va rester, je pense, une école qui était en face de la réserve sud, je pense. Elle est restée longtemps ouverte avec, mettons, deux groupes, là, comme 3 et 4, 5 et 6.
Alors, c'était des divisions multiples, mais pas de la première à la 7e année. C'était pas mal la fin vers les années 1960. C'était l'ouverture des écoles du village je veux dire, où tous les élèves je pourrais dire, de la paroisse étaient rassemblés. Quoiqu'on laissait encore quelques petites écoles de campagne ouvertes parce qu'on n'arrivait pas à toutes les mettre dans une même école. Et moi, je pense que c'est bon de retourner aux racines parce qu'il y a des grandes leçons à tirer de nos parents qui supportaient leurs enfants, mais qui supportaient aussi beaucoup les professeurs. Et je pense qu'on a quelque chose à apprendre de cette période-là. Nédlec, comme toutes les municipalités, s'est muni de différents services afin de répondre au bien-être de ses citoyens. La Caisse populaire a été fondée en 1936 et c'est M. Albert Perron qui en fut le premier président. La seule pompe à feu qu'on avait ici, c'était une petite pompe qu'on avait là, qui mettait ça dans la cave de l'église. En premier, c'était rien que le monde des garages qui entretenait la pompe. Ils demandaient toujours les mécaniciens pour avoir soin de la pompe. Je les ai fait un trailer, puis ils ont mis un moteur de tracteur là-dedans, dans le trailer, avec des hausses, un rouleau de hausses en arrière, attelé sur un char, moi j'avais ma crainte. Mais pour le village, il y avait assez de hausses pour tout le village. Quand Norbert Victor passe au feu, on mettait ça dans un petit lac, on avait du curé, là. Puis on étendait les hausses, ça c'est pas moi qui étendais ça. Moi, je m'occupais du moteur. Le monde arrivait pas derrière, c'était eux autres qui déroulaient toutes les hausses. Puis là, ils watchaient le feu, c'était eux autres qui pognaient les hausses, puis ils arrosaient, là, où ce qu'ils foulaient. Moi, j'avais juste le moteur de l'autre bout que je watchais pas qu'il arrête. J'ai eu ça de 55 aller jusqu'en 63 que j'ai eu cette pompe à feu-là. Là, après ça, ils n'ont plus eu pour une escousse, ils n'ont plus eu de pompe à feu. Après qu'ils ont tout vendu ça, là, quand j'ai parti de là, moi, je gardais ça dans le garage. Fait que là, l'autre, quand il l'a pris, il a sorti ça de là, il voulait plus avoir ça. Ça a commencé en 1971 au printemps, ça, là. Ça a été une affaire difficile, ils ont dit, arrange-toi avec ça, quand fabrique une brigade, puis ça marche. Là, il faut que... Là, ils m'ont donné un budget pour ça. Puis là, il a fallu que je travaille avec ça. On a été chercher un camion, un ancien camion à gaz. On a fait un camion citerne avec ça. Ça a acheté une pompe portative. Et puis on a parti avec ça. Là. Quelques années après, j'ai demandé un autre budget pour changer de camion. Là, il a fallu fabriquer le camion moi-même. J'ai tout fabriqué le camion moi-même. Puis là, ils ont décidé à un moment donné de s'acheter un vrai camion incendie. Parce que celui de il commence à être trop vieux. Il ne passait plus au bureau de licence. Là, à marcher ça comme aujourd'hui, il y a une vraie brigade pareil qu'on avait en 71. C'est des gens nommés par la municipalité, là, par le chef pompier. Ils sont 10-12, là. C'est la fierté d'avoir accompli quelque chose dans la paroisse. C'est essentiel. Aujourd'hui, les pompiers sont très bien formés à côté de notre temps. Ils ont toutes les techniques modernes. Donc, j'ai dit de ne pas lâcher. Ça a commencé avec une réunion de la FEAS. L'éducation populaire avait été invitée pour nous présenter un projet. Puis le projet, c'était une bibliothèque municipale. Ça fait que, comme on était toutes des femmes, on aimait un peu la lecture, fait qu'on a accepté le projet. Alors, eux autres, l'éducation populaire se sont occupés à contacter la municipalité, contacter pour avoir des livres, c'est-à-dire la bibliothèque centrale de prêt qui était à Rouen. On a ouvert en 1979, mais ça a été en 1978 là, qu'on a commencé à en parler. On a eu beaucoup de membres. La première année, on avait 203 ou 205 membres la première année qu'on a ouvert. Puis il y a eu 2700 volumes de sorties. C'était énorme la première année. Le monde était beaucoup encouragé pour ça. Là.
2005 à peu près, on a eu le CACI, là, si les jeunes peuvent aller sur Internet, là, sont à la bibliothèque avec 5 ordinateurs qui sont disponibles au public. Le feuilleton, ça a encore parti avec avec le FEAS. C'était l'organisation qu'il y avait là, dans ce temps-là. Le feuilleton, ça fait aussi une trentaine d'années que ça existe. On était quelques dames qui faisaient partie du feuilleton. Il y en avait qui recueillaient les informations, il y en a qui l'imprimaient, d'autres qui l'écrivaient. Le dactylo au départ, hein, avec des stencils, c'était pas évident. Puis d'autres allaient l'imprimer, c'était un travail d'équipe. Maintenant, c'est fait à l'ordinateur. Il y a quelqu'un qui va l'imprimer, puis c'est fini, c'est posté. On n'entend plus parler. À travailler si fort, on a besoin de s'amuser. Et les loisirs seront un bon moyen pour socialiser. Bien, ça a toujours été gros de Saint-Jean-Baptiste, mais celle-là, là, il a bâti la salle, c'était pour payer ces affaires-là, donner des revenus pour payer toute la salle, puis les dépenses que ça va amener, ça, là. En tout cas, il y avait du monde. Hey, les chars, là, ici, l'école aujourd'hui, le champ qui est là, c'était bien plein de chars, ça. Ça montait jusqu'au dos bord de la terre que j'ai eue, avec Gilbert Goudreau. Les chars parqués sur le bord du chemin, de chaque côté. C'est nous autres qui rouvraient la parade avec un cheval, on était un cheval dessus, là, puis on était une couple de jeunes, là. 4-5, je sais bien, avec des chevaux pour ouvrir la parade, là. Ça a commencé à Saint-Jean-Baptiste. Et puis, il y a beaucoup. Les courseurs, ils ont commencé à avoir peur de ça un peu. À un moment donné, ils sont venus un très grand nombre. Ça a été un grand succès, cette affaire-là. Ça a duré plusieurs années. C'est une des grosses fêtes de Nedlec, qui a débuté par ça, oui. Témiscamingue, Rouyn-Noranda, le nord de l'Ontario aussi. On avait des foules terribles pour commencer. Et puis, c'était assez excitant, ça. Il y a eu toutes sortes d'activités, des kiosques, puis un gros souper, des affaires-là. Donc, ça va marcher très, très fort. Au début des années 60, la patinoire était à Dretora. Aujourd'hui, c'est l'église, là. Mais avant ça, c'était le centre paroissial, puis il y avait l'église à côté. Disons, quand j'ai commencé à patiner, moi, c'était entre l'église puis la salle paroissiale. Puis au début des années 60, la patinoire s'est faite aujourd'hui sur la rue Patouane. Le vendredi soir, c'était du patinage, le libre, avec de la musique sur la patinoire. Puis ça, on pouvait patiner jusqu'à minuit soir, puis avec la musique, là, toutes les fins de semaine, le dimanche après-midi même. Les garçons et les filles, c'était toujours main dans la main. Puis on avait toujours un moment donné qu'il y avait du hockey au travers, là, mais on aimait mieux patiner avec nos blondes, puis ça, c'était tous les vendredis soirs, c'était bien sûr, là. Jusqu'à 10-11 heures, là, tant que les panneaux avec les jeunes restent dehors, là, c'était le fun. Milieu des années 60, moi et Albert Prévost, on a fait le tour du Témiscamingue pour former pour amasser des équipes pour jouer au hockey. Puis finalement, on s'est ramassé avec 6 paroisses. Puis dans ce temps-là, mais c'était Arthur Plamondon qui nous menait. On partait avec l'autobus d'école. Ça veut dire quand on allait à l'extérieur, c'est sûr que l'autobus était plein, on avait nos supporters avec nous autres. Puis au début, c'était Albert Prévost qui était notre coach. Après ça, dans les années 66-67, Charles Plamondon il a embarqué comme coach pour Nedlec. Puis dans ce temps-là, c'était le vrai tigre, là, comme Michel Beveron. C'était un gars qui savait exactement où placer. Puis je pense qu'il a gagné plusieurs coupes avec nous autres, Charles. Dans les années 60, il y avait la balle à Nedlec, puis c'était du baseball. Puis on allait jouer à l'extérieur, on allait jouer à Moffett, on allait jouer à Belle-Terre.
Puis on avait des Indiens au nord qui jouaient avec nous autres, qui étaient soit catcher ou mes pitchers. On avait Jimmy Simpson qui pitchait pour Nedelec. Puis on avait Donald Ruffalo qui était catcher, qui était avec Cassien à Nedelec. Ça, c'est des années 60. Là, quand... Puis il y en a d'autres, c'est sûr, qui ont pris la relève, là, que je ne suis pas tout au courant. Là. Le terrain de balle des années 60, il était la rue du collège aujourd'hui. La balle était pas mal là. Le terrain de balle aujourd'hui, c'était fait dans les années 78-79, je crois, là, quand on a joué avec l'escale à Nedelec, quand on avait à l'hôtel, là, on a décidé de faire le terrain de place. On disait, si on met le terrain là, mais là, on avait la balle là, on a mis la patinoire là des années 90, puis on disait l'école est juste en avant, puis ça va servir pour les jeunes. Puis le terrain, il a tout été drainé, là. J'ai travaillé là-dessus plusieurs années, puis on l'a drainé, puis... C'est la même chose que le patinoire, à fin des années 89-90, avec le comité des foreurs à diamants. On a fait 3 bonnes années à Nedelec pour ramasser de l'argent justement pour faire le patinoire qui existe actuellement. Là. Au début des années 90, j'ai fait rentrer la maison des jeunes à Nedelec. Puis tout de suite à la maison des jeunes, mais là, j'ai décidé de continuer à faire des soirées dans les fêtes pour ramasser de l'argent justement pour équiper la maison des jeunes, disons, de table de poule, de table de ping-pong. Puis après ça, je me suis arrangé pour que les jeunes de 6 à 12 ans puissent avoir des activités. Là, j'avais 2 animatrices là, tous les vendredis. Il y a des soirées, là, j'ai vu 25-30 jeunes. Après ça, qu'est-ce que j'ai vu, disons, surtout qui était bon pour les jeunes encore en fin des années 2000, c'était... disons, au centre des loisirs, là, le camp de jour pour les enfants d'été. Il y avait une animatrice ou 2 pour s'occuper des jeunes. Surtout, les jeunes, ceux qui voulaient se faire garder les jeunes, ils allaient les amener au centre des loisirs. Puis je pense encore aujourd'hui ça marche. Oui, le club, je dirais, moi, que les sentiers de la motoneige, c'est de notre temps qu'ils ont fait ces sentiers-là. C'est nous autres qui avons passé du temps à défricher les trails et tout. Puis c'est vrai que dans ce temps-là, on payait pas cher pour faire partie du club. Là. On payait, au début, c'était 10$, je pense. Hein? Mais si aujourd'hui, on a des beaux sentiers, c'est grâce à nous autres, notre vieille génération. Hein? Les dimanches après-midi, on est passé là. Des fois, le samedi après-midi, dimanche. Ah oui, non. On est bien content de l'avoir fait parce que comment de monde aujourd'hui, ils font dans la motoneige grâce à nous autres. On a ouvert le 15 avril 88. C'était un projet que mon chum, il avait rêvé toute sa vie, puis il a acheté l'église, puis il a décidé de faire une salle de quai avec. Il n'y a pas assez de monde qui allait à la messe, puis on n'est pas beaucoup de paroissiens, on est à peu près à une soixantaine de... Tu ne croiras pas quand on a ouvert la première journée qu'on a ouvert, c'était tellement plein, on avait des tables, là, les tables à côté à la place de ça, là, puis tout le monde attendait pour jouer. Je ne sais pas combien de personnes qu'il pouvait avoir, là. On n'a pas posé ça, mais je sais qu'il y avait plusieurs personnes là, qui attendaient, puis la pratique, il y avait beaucoup plus de pratique. Le monde était curieux de venir voir. Il y en avait qui venaient juste voir, mais ils ne jouaient pas, mais ils voulaient juste voir ce que ça avait l'air. Mais moi, j'aime beaucoup ça, là, parce que j'aime bien le monde. Puis, mettons, je rappelle ça, je m'ennuierais. Je rappelle ça de qui je m'ennuierais. J'ai pas hâte qu'à faire. Mon mari, il commence à être tanné, mais pas moi. Oui, yes, c'est beau ça. Ben ça y est, 2010, on est rendu. Aujourd'hui, Nedelec, on a une population de 410 habitants. C'est sûr que, comme toutes les paroisses rurales du Québec, notre population est en déclin. Chaque terre, c'est une famille. Alors, je dis une famille pour 10 terres, là, ou 5-6 terres, là, c'est bien différent. Là. On a beaucoup de jeunes familles, mais qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, souvent, les familles ont 2 enfants. Alors, c'est sûr que la population n'est pas portée trop à monter, mais ceux qui achètent, c'est les plus jeunes. On a quand même des projets, puis on a beaucoup d'organismes qui sont bien vivantes. Il y a l'Âge d'or qui fait beaucoup d'activités. On a l'éducation populaire qui donne des cours, des soirées d'information
toutes sortes de choses comme ça. Il y a le comité de développement qui travaille. Puis là, on a mis sur pied un nouveau comité de diversification qui, lui, a été fondé pour aider à améliorer la condition de vie des gens de la paroisse. Puis essayer de faire des choses aussi au point de vue économique. Je pense qu'on souhaite tous avoir de l'activité dans nos villages, mais quand même rester un village calme et puis avoir trouvé la paix et être bien. Non, il ne faut pas avoir peur de venir dans le coin. Puis c'est sûr que Ville-Marie est proche, Notre-Escure est proche. Puis c'est un beau coin ici, puis c'est quoi qu'on faire pour vivre, puis on est bien. Que nous réserve l'avenir? Mais je suggère de prendre exemple sur les communautés qui nous ont précédés. Le résultat dépendra de ce que chacun et chacune sera prêt à investir de lui-même pour construire les bases du deuxième centenaire qui commence maintenant. En 1910, ils sont arrivés pour se dénicher un point bien à eux, de tous les ports, sans facilité, ils y sont arrivés. C'est 12 ans plus tard qu'un feu vient tout saccager, mais personne n'a lâché. C'est de là notre fierté.